Bonjour, je suis Didier Roy, j'ai été longtemps enseignant en mathématiques dans l'enseignement secondaire en France, avant de devenir chercheur, membre de l'équipe Flowers d'INRIA et du centre LEARN de l'EPFL. Alors, INRIA, en deux mots, c'est l'Institut national français de recherche en sciences et technologies du numérique. C'est un institut de recherche public qui compte environ 3500 chercheurs et ingénieurs, 200 équipes de recherche et qui possède 9 centres en France. Moi, je viens du centre de Bordeaux. Le PFL, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Quelques précisions sur les équipes de recherche que je viens de citer. INRIA Flowers, c'est une équipe dont le cœur des recherches est l'apprentissage développemental. C'est un domaine de l'intelligence artificielle inspiré par la psychologie développementale et en particulier par la façon dont les enfants apprennent en interagissant avec leur environnement. LEARN, c'est un centre de recherche sur les sciences du numérique et de l'apprentissage. Comme aujourd'hui il est question des activités de l'équipe Flowers, je vais préciser encore un peu plus ces activités. L'équipe Flowers conjugue intelligence artificielle et différents domaines concernant le développement humain pour étudier les mécanismes d'apprentissage des humains et des machines. Nous essayons de modéliser les mécanismes d'apprentissage de l'humain. Pour cela, nous construisons des algorithmes que nous testons avec des machines afin de mieux comprendre comment les enfants humains apprennent. Et en même temps, nous utilisons la compréhension qui vient de ces expériences avec les machines pour réfléchir à des machines ayant des capacités d'apprentissage. C'est grâce à cette approche que nous pouvons développer des algorithmes pour l'apprentissage autonome des machines et pour la personnalisation des parcours d'apprentissage humain. Le moteur de ces apprentissages, le parti qui est pris dans l'équipe de recherche, c'est que ce moteur, cette motivation intrinsèque, c'est la curiosité. Et comme disait Einstein, je n'ai pas de talent particulier, je suis simplement curieux. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière, c'est que la curiosité va suffire pour impulser un certain nombre d'apprentissages. Par exemple, un bébé possède une curiosité naturelle qui va être le moteur de ses apprentissages. Si vous observez un bébé dans son environnement, vous allez voir que il explore des choses, il passe d'un objet à l'autre, il explore. Quand il a trouvé quelque chose qui l'intéresse, il exploite l'objet en question, il va un petit peu plus loin, il en tire des renseignements, il apprend des choses. Quand il en a fait un petit peu le tour selon ses critères à lui, il va changer d'objet, il va en prendre un autre, etc. Il va continuer son exploration, toujours mu par une force intérieure, une motivation intrinsèque. C'est la fameuse curiosité que j'évoque. En ce qui concerne les machines, en particulier les robots, on les dote de curiosité artificielle, donc d'un moteur, de manière à ce qu'ils puissent apprendre des choses par eux-mêmes, en explorant et en exploitant ce qui fait sens pour eux, ce qui va leur procurer des progrès d'apprentissage. Pourquoi s'intéresser à la personnalisation des apprentissages ? Eh bien, comme tous les profs le savent, c'est difficile en classe de différencier les parcours, les contenus et les rythmes de travail. Les enseignants font ce qu'ils peuvent, mais enfin, vu le nombre d'élèves, vu les besoins que peuvent avoir des élèves en particulier, c'est très difficile à faire. Donc l'idée, là, c'est de pouvoir proposer, grâce à des dispositifs numériques et des algorithmes adaptés, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir proposer des temps avec des contenus et des rythmes personnalisés pour chaque élève, personnalisés en fonction de ses réussites, de ses échecs. Alors évidemment, le schéma qui est ici, il est très réducteur, c'est juste pour faire comprendre des choses. L'objectif, c'est l'aide à la réussite de chaque élève, en difficulté scolaire ou non. Plutôt que de se limiter à la lutte contre l'échec scolaire, contre le décrochage scolaire, évidemment c'est prioritaire, ça va de soi, mais il me semble que l'approche qui consiste à dire on cherche la réussite de chaque élève est quelque chose finalement qui est plus proche de la réalité et qui va nous permettre d'améliorer les apprentissages en général. Avant d'aller plus loin, on cherche un nouvel outil pour l'enseignant.
on ne cherche pas du tout à le remplacer. Il n'y a aucune intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui qui est capable de faire ça. En particulier d'ailleurs, hein, quels que soient les dispositifs numériques avec l'intelligence artificielle, rien ne remplacera le travail de l'enseignant auprès d'un élève qui est en très grande difficulté. Mais l'idée, là, c'est que pendant que des élèves sont autonomes, dans un parcours numérique personnalisé par un algorithme d'apprentissage, un algorithme d'intelligence artificielle, pendant donc que ces élèves sont autonomes, l'enseignant peut se consacrer aux élèves à besoins particuliers, il peut se consacrer à quelques élèves, il peut faire avancer chaque élève de façon personnalisée lui-même. Le projet KidLearn est une illustration de nos travaux de recherche pour l'éducation. Il a consisté à tester des algorithmes de personnalisation issus des travaux de recherche que je vous ai présentés précédemment, dans une expérience à grande échelle avec plus de 1000 enfants de CE1. Donc en France, le CE1, ce sont des élèves qui ont entre 7 et 8 ans. Dans le projet KidLearn, on a utilisé un learning game, un petit jeu, portant sur l'utilisation de la monnaie, donc de l'euro, consistant à composer des sommes de monnaie. Donc il y a du drag and drop où on tire des pièces et des billets. Et donc il s'agissait de composer des montants, de jouer aux marchands, de payer des choses avec des billets, de rendre la monnaie, etc. De temps en temps avec des montants entiers, et puis dans des versions un petit peu plus élaborées avec des montants décimaux. Et on a fait en sorte de couvrir une large plage de niveaux, couvrant en gros 4 années de l'école primaire, de manière à permettre aux enfants en difficulté de pouvoir utiliser des choses de niveau inférieur, et pour les enfants qui n'ont pas de difficulté, de pouvoir aller plus loin dans les niveaux supérieurs. Alors, comment ça fonctionne? Quelle est la stratégie que nous avons mise en place derrière ce dispositif? Mais en fait, c'est simple, c'est tout simplement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va utiliser un processus d'exploration, d'exploitation, comme le bébé qui apprend grâce à la curiosité. L'idée de base est de suivre pour chaque élève ses progrès d'apprentissage et de proposer en permanence les exercices qui lui sont les plus efficaces et les plus motivants. Pour ça, on utilise des algorithmes de machine learning, donc qui apprennent à partir de données. Ici, ils apprennent en suivant ce que fait l'élève, ils apprennent comment l'élève peut progresser grâce aux activités disponibles. En plus du choix des activités, on a aussi une gestion de la motivation qui est issue de travaux de recherche de l'équipe, qui qui nous permet de proposer des activités ni trop difficiles, ni trop faciles. Trop difficiles, elles auraient un effet décourageant, et trop faciles, elles auraient un effet également démotivant en se disant « bon, si c'est si facile que ça, est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans une réflexion ?» Ce projet a conduit à la mise au point de l'algorithme de personnalisation ZPDES, donc qui a émergé de tous les algorithmes que nous avons testés. Et je rappelle, l'ambition de cet algorithme, c'est de suivre en temps réel les progrès individuels d'apprentissage de chaque apprenant, pour lui proposer en permanence les activités pédagogiques qui vont lui être les plus profitables et les plus motivantes. Voyons un peu comment fonctionne l'algorithme ZPDES. Voici un schéma, très simplifié. Nous avons une séquence d'activités qui a été faite par un enseignant expert, et pour lequel ensuite il est difficile de différencier les parcours à partir de sa séquence. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir possibilité d'être un peu souple. Mais enfin, chaque élève ne va pas progresser à son rythme, ça c'est clair, ça serait trop compliqué à gérer pour l'enseignant. Donc, que va faire l'algorithme ZPDES? Bien lui, il va proposer une réorganisation dynamique en fonction de ce qu'il a observé de l'élève. Donc, je vous prends un exemple. Par exemple, l'élève qui est au niveau 3, s'il n'a pas fait d'erreur jusqu'à présent, etc., l'algorithme va dire, il va faire une prédiction, en disant je vais l'amener à des activités de niveau 5. Et puis si aux activités de niveau 5, l'élève n'arrive pas à progresser suffisamment, il va le faire revenir au niveau 4, etc. Donc il va lui proposer des choses qui sont adaptées à lui et à lui seul au moment du fonctionnement de l'activité. Voyons maintenant
quel est le mécanisme à l'œuvre dans l'algorithme ZPDES? Eh bien, l'algorithme ZPDES utilise un mécanisme emprunté à une classe d'algorithmes particuliers qu'on appelle les algorithmes de Bandit. Pour bien comprendre leur fonctionnement, imaginez la situation suivante. Vous allez dans un casino et vous rentrez dans une salle où il y a 10 machines à sous. Votre objectif, c'est de gagner de l'argent. Les espérances de gain des machines sont différentes. Vous ne savez pas celle qui a la plus grande. Alors, vous allez utiliser un algorithme de ce type-là, qui va, tout d'abord, première chose, il va vous demander de jouer sur toutes les machines. Donc, vous allez gagner ou perdre, selon les machines. Ensuite, ces résultats, si vous les rentrez dans un algorithme de type Bandit, il va vous faire une prédiction en disant, bon, le mieux, c'est de jouer sur telle ou telle machine. Alors, les calculs qui sont faits par l'algorithme de Bandit, donc c'est une classe d'algorithmes, il n'y en a pas qu'un seul, ils peuvent être différents selon l'algorithme de Bandit qui a été choisi. Ça peut être des choses très simples, comme la moyenne des derniers tirages, par exemple, mais ça peut être beaucoup plus élaboré. Donc, petit à petit, vous allez avoir connaissance des machines qui vous permettent de gagner le maximum d'argent. Voilà. Donc, voilà le fonctionnement d'un algorithme de type Bandit. Alors, imaginez maintenant, au lieu d'avoir des machines à sous, vous avez des exercices, des activités pédagogiques. Au lieu de parler d'espérance de gain financier, parlons d'espérance de gain d'apprentissage. En clair, les progrès de l'élève. Eh bien, cette fois, vous allez avoir à choisir parmi différentes activités, quelle est celle qui a l'espérance de gain d'apprentissage la plus importante. Vous voyez l'analogie. Donc, c'est-à-dire que comme les machines à sous, vous avez des activités, vous jouez sur les machines à sous, eh bien, l'élève va faire des activités, et en fonction de ça, l'algorithme ZPDES va pouvoir annoncer, eh bien tiens, moi je fais une prédiction que cette activité-là est celle qui permettra à l'élève d'avoir le plus de progrès. La différence fondamentale qu'il y a entre un algorithme de Bandit de base et l'algorithme ZPDES, c'est que l'algorithme de Bandit, à sa base, il fonctionne sur un objet stationnaire. C'est-à-dire que l'espérance de gain de la machine à sous va rester la même du début jusqu'à la fin de la session. Alors que dans le cas de l'activité pédagogique, quand l'élève a acquis les connaissances qui étaient visées par une activité pédagogique, celle-ci va perdre de son potentiel. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir un gain supplémentaire d'apprentissage. Il sait déjà faire, il a déjà acquis les compétences qui étaient derrière. Donc là, on est dans le cas d'objets qui sont non stationnaires, donc il a fallu modifier un algorithme de Bandit pour arriver à construire ZPDES. Voyons maintenant l'algorithme ZPDES en action dans le projet Kidlearn. Donc je vous rappelle, Kidlearn utilise un petit learning game sur l'utilisation de la monnaie. On a différents types d'activités. Vous voyez le long de l'axe des ordonnées, l'axe vertical, vous avez M1, M2, M3, ça consiste à l'élève doit acheter un objet, donc composer la somme pour le payer. Ensuite, MM1, MM2, ça va consister à acheter plusieurs objets. Et donc là, l'opération est un peu plus compliquée. Ensuite, R1, R2, cette fois, il est le marchand, donc il va devoir rendre la monnaie sur l'achat d'un objet, etc. Et on va monter en difficulté parce qu'au début, nous avons des nombres entiers, et puis après, nous allons avoir des nombres décimaux. Ce que vous avez horizontalement, ce sont les petites barres violettes représentent les élèves. Donc c'est violet au départ, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'explorer l'activité en question qui correspond au type N1. Donc quand c'est blanc, il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est pas encore fait. Quand c'est violet, c'est en cours d'exploration. Et plus c'est vert, plus c'est réussi. Pour le moment, on n'a pas de vert puisqu'on démarre juste. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, vous voyez qu'on progresse petit à petit, il y a du vert qui apparaît. Donc on va avoir, ça veut dire qu'il y a des exercices qui sont de plus en plus réussis. Puis vous voyez qu'assez vite, ZPDES va se distinguer, il va pouvoir personnaliser le parcours. Ça commence à se diversifier, et puis ça ne fait qu'augmenter ensuite. Vous voyez toujours du côté sans ZPDES, eh bien on va avoir des choses beaucoup plus sages, tout le monde progresse en même temps. Et du côté de ZPDES, on voit que les parcours sont plus individualisés, et du coup, ça permet à des élèves d'aller plus loin, plus rapidement. Et puis, bon, l'effet augmente encore, etc. Donc là, on voit bien à l'œuvre le mécanisme de personnalisation. C'est-à-dire que tous les élèves ne font pas les mêmes activités,
Et dans le même temps, ça veut dire que, eh bien, un élève va avoir une liberté pour pouvoir avancer à son propre rythme, ou à l'inverse, rester plus longtemps s'il a des difficultés. Voyons une autre représentation de l'effet de personnalisation de cette PDES. Cette fois, sous forme de circos. Alors, circos, c'est pas un nom que j'ai inventé, ça représente vraiment cette forme de graphique, hein. Donc, vous avez dans la partie gauche la séquence experte. Vous retrouvez les types d'activités dont je vous ai parlé, M1, M2, M3, M4, pour composer les sommes de monnaie avec des entiers puis avec des décimaux. Et donc, vous voyez, les arcs de cercle représentent les changements d'un type d'activité vers un autre type d'activité. Et plus les arcs de cercle sont épais, plus il y a d'élèves concernés par ce changement. Donc voilà, ben on obtient quelque chose, somme toute, d'assez régulier pour la séquence experte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez logique que les arcs de cercle diminuent en épaisseur, puisqu'il y a de moins en moins d'élèves qui vont réussir à aller loin. Dans le cas de ZPDES, vous avez un séquos qui est un petit peu plus sauvage. C'est beaucoup moins régulier. On a même des changements qui traversent complètement le disque. Ça veut dire que là, on voit bien l'effet de personnalisation de ZPDES qui a réorganisé les choses dynamiquement pour chaque individu. Et on voit d'ailleurs, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure, on retrouve donc des élèves qui ont fait des activités de niveau supérieur, et je peux vous dire que les niveaux arrivés là, ce sont vraiment des niveaux difficiles, hein. Si vous désirez en savoir plus, eh bien vous pouvez soit aller sur ce site, donc je vous laisse l'adresse ici, soit regarder aussi la thèse de Benjamin Clément qui est consacrée à ce projet Kid Learn, et en particulier à l'algorithme ZPDES. Merci.